Bon, ben parfait. Commençons. Aujourd'hui, on va parler de comment aménager sa cour pour passer plus de temps à l'extérieur. On va éplucher vraiment beaucoup de sujets différents, mais qu'ultimement, c'est pour passer plus de temps à l'extérieur. Puis on va vraiment se concentrer sur la cour parce que oui, on peut bouger beaucoup on peut bouger à l'intérieur, mais la meilleure stratégie pour bouger, c'est à l'extérieur. C'est aussi, on peut bouger aussi à l'extérieur des cours, mais comme je me spécialise davantage à l'intérieur, ben, je me suis dit pourquoi pas monter ce webinaire-là. On va aussi regarder, j'ai monté le webinaire parce que, en fait, je voulais regarder ce que les éducatrices me posaient beaucoup comme questions, comme me donnaient beaucoup comme réponse. Parce que quand on naturalise la cour, ben, une de mes stratégies, c'est de poser des questions aux éducatrices pour qu'ils puissent me donner davantage de jus là, pour que je puisse concevoir la cour de manière optimale. Puis une des questions que je leur pose régulièrement, c'est qu'est-ce qui ferait en sorte que vous iriez plus dehors, puis utiliser davantage votre cours à des fins d'apprentissage. Fait que j'ai utilisé leurs réponses pour builder un peu ce webinaire-là, entre autres. Euh, l'objectif aujourd'hui, c'est vraiment ben là, t'es tout seul, Clara, mais de t'outiller, mais aussi de toutes les personnes qui vont regarder le webinaire, donc de vous outiller afin de passer plus de temps à l'extérieur. Mais avant d'aller plus loin, ben, je vais quand même me prendre le temps de me présenter. Comme je fais dans tous les webinaires, je m'appelle Rosalie. J'ai un bac en enseignement de l'éducation physique, puis une maîtrise en sciences de l'activité physique. Puis je m'intéresse beaucoup aux aménagements d'aires de jeu naturalisés. Fait que comment est-ce qu'on peut amener la nature pour contribuer au développement global des enfants? C'est surtout là-dessus que je me concentre principalement. Je suis sur Facebook, sur LinkedIn, sur YouTube, YouTube pour revoir les webinaires. Puis aujourd'hui, on va faire vraiment des liens avec plein d'autres webinaires. Si tu ne les as pas vus ou si vous les avez pas tous vus, ben c'est le fun parce vous allez pouvoir aller plus loin avec les autres webinaires. Fait qu'aujourd'hui, on va rentrer dans le vif du sujet. On va aborder deux axes, soit une des manières que les éducatrices me disaient beaucoup, c'était les commodités qui faisaient en sorte qu'elle allait passer beaucoup de temps à l'extérieur, mais aussi au niveau de l'environnement. Fait que au niveau de l'espace de jeu, au niveau de l'espace, qu'est-ce que l'environnement peut offrir pour contribuer à passer plus de temps à l'extérieur. Fait qu'on va les décortiquer un à un. Une des possibilités, c'est entre autres là, les commodités. Donc, par première commodité, on parle entre autres de comptoir de travail. Quand on a l'espace d'avoir un comptoir de travail fixe ou mobile, je les ai écrits ici. Donc, dans une petite cour, ben, on mise davantage sur des espaces mobiles pour qu'on ait accès à un espace plus polyvalent. Est-ce que mon comptoir de travail prend la place d'un espace de jeu de l'enfant? C'est une possibilité. Donc, de voir si j'ai une plus petite cour, je mets quelque chose de mobile. Mais quand j'ai une plus grosse cour, ben, je pourrais mettre quelque chose de fixe. Puis quand je mets quelque chose de fixe, est-ce que je peux avoir aussi accès à l'eau? C'est quelque chose de pratique. Puis je pense que Clara, tu peux confirmer là, d'avoir accès à l'eau ou d'avoir accès à un abreuvoir qui peut être, si vous n'avez pas de comptoir, ben, de connecter les deux en même temps, ça sauve des sous. C'est aussi un espace, je vous ai mis des dimensions avec lesquelles je travaille. Fait que la largeur dépend de l'espace que vous avez disponible. 2 pieds de profondeur, là, ça, c'est un standard avec 3 pieds de hauteur. Puis est-ce que aussi les enfants peuvent avoir un espace pour venir, par exemple, déposer la nourriture? Est-ce qu'ils peuvent aussi travailler à cet espace-là? Euh, Est-ce qu'ils peuvent aussi avoir accès à du matériel en tout temps? Fait que c'est pour ça d'avoir un comptoir ou d'avoir des tablettes à leur disposition. On parle aussi d'un comptoir de travail principalement, entre autres, pour la nourriture. La nourriture, ben, on le sait, en plein air, la nourriture, c'est quelque chose d'intéressant parce qu'on dirait que la nourriture goûte tout le temps meilleur à l'extérieur. Puis ça, c'est vraiment quelque chose de très personnel à chacun. Mais quand on mange à l'extérieur, tout goûte différent, tout est meilleur. Puis souvent, je fais le parallèle avec quand je m'en vais en plein air, souvent, j'amène tout le temps un sac de sidekicks puis le sac de sidekick, je le mangerai jamais à l'intérieur. Mais à l'extérieur, il est meilleur. Avec la température froide, des fois, quand on fait des randonnées avec le petit brûleur, on part, on fait le sidekick, la vie est belle, ça nous réchauffe. Puis la nourriture est vraiment juste meilleure, puis ça crée une connexion vraiment plus importante avec notre environnement. On sait que la nourriture, c'est très important pour l'être humain, mais
particulièrement en contexte de plein air, la nourriture, elle est meilleure, puis on dirait qu'elle est plus vitale. C'est pour ça aussi qu'elle est meilleure. Donc, voilà pour ce qui est de l'espace de nourriture. Ça nous donne accès à cet espace-là, un comptoir de travail pour venir déposer, entre autres, les plateaux si on mange à l'intérieur. Si d'habitude, les cuisinières, les cuisiniers de la garderie font les plateaux, ben, on peut facilement les sortir. On parle aussi d'une table à langer à l'extérieur avec un accès avec des escaliers. Celui-là qui est présenté sur la photo, avec qui je travaille bien, c'est Groupe Kima, eux autres qui font une table à langer en cèdre. Euh, donc, elle résiste aux intempéries. Très beau matériau, ça fonctionne très bien. Euh, Puis j'en parle parce que je trouve qu'il fonctionne juste très bien, c'est tout, là. La table à langer, il y a aussi des tablettes pour les enfants ou pour les éducatrices pour ranger tout autre type de matériel, là, pour la santé ou les soins à l'extérieur. Puis ça, les soins, c'était un des principaux éléments qui revenait souvent, c'est est-ce que je peux donner des soins à l'extérieur? Fait que c'est une possibilité de cette table à langer-là. Le prochain élément, c'est des abris. Euh, Est-ce que les abris sont, ça c'est un des abris, c'est un exemple d'une cour qu'on est en train de naturaliser. Si on est à l'avant-naturalisation. Eux autres, ils ont une très, très, très grande cour. Fait qu'ils peuvent se permettre d'avoir un abri qui est plus fixe, qui est dit fixe parce qu'on crée une nouvelle zone, on a l'espace pour créer cette zone-là. Donc, on peut mettre un abri fixe qui va offrir de l'ombrage dans différents angles, tout autant aussi sur le dessous, qu'en étant dessous. Eux autres ont choisi un abri avec un toit noir. Vous pouvez toujours y aller avec des pergolas, vous pouvez toujours y aller avec des plantes grimpantes, mais autorisées, là, bien sûr, soit non toxiques. Ça aussi, c'est une belle opportunité. Si vous avez une plus petite cour, ça peut être mobile, soit des abris de camping, là, si on veut, là, euh, qui ressemblent à ça, mais qui sont dits mobiles. Donc, on peut les replier pour qu'on puisse permettre aux enfants d'avoir l'espace 100% de l'espace en hiver. Fait que l'abri, on peut le retirer, on peut l'avoir l'été, mais aussi même l'été, si on veut avoir accès à tout l'espace, on peut facilement le retirer quand on a une plus petite cour. Et là, avec mon bagage aussi en éducation plein air, avec la coopérative Enfants Nature, on avait fait beaucoup de cours, on avait été dans des cours, puis une des dames qui faisait de l'éducation plein air, elle disait, ben moi, elle dit, je mets un abri tempo dans ma cour parce que ça devient l'espace où est-ce que je peux aller manger l'hiver, mais autant l'été. Puis je mets mes tentes, je peux mettre 2, 3 tentes dedans. Puis les enfants peuvent faire leur sieste. Fait que s'il pleut, les enfants sont quand même au sec. Fait que ça, c'est une double protection, mais ça devient aussi un espace de jeu, mais un espace social, mais un espace aussi pour le repos. Fait que tout dépendant comment il est utilisé. Et si on a de l'espace, c'est une belle opportunité. Puis là, je parlais d'ouvert tout à l'heure, fait que de style gazebo, pergola, comme sur la photo, fait que pour les repas ou plus des activités artistiques ou sociales. Ce qui s'applique aussi là en hiver, si on peut avoir accès à un espace qui est coupé par le vent. Si vous avez aussi des cours qui c'est très, très venteux, ça peut peut-être être une opportunité bien fixée au sol. Une belle opportunité. L'abri, je l'ai mentionné, là, l'abri doit être mis en place si vous n'avez pas de zone d'ombrage dans votre cour. Euh, Si vous avez une petite cour, c'est encore plus de contexte. Maximiser les zones d'ombrage qui sont dites naturelles, soit avec les arbres. Mais si vos arbres sont pas matures, ben, créez-vous des espaces d'ombrage. Ça peut être une opportunité. Mais sinon, maximisez les espaces polyvalents. Donc, si vous avez une petite cour, puis vous avez des arbres à l'intérieur, puis ça crée des beaux espaces d'ombrage, ou votre bloc aussi, la bâtisse crée des espaces d'ombrage, travaillez comme ça. Sinon, venez mettre un abri mobile, puis si vous avez une grande cour, vous pouvez venir mettre un grand abri, tout simplement. L'autre élément, c'est pour les siestes. En travaillant avec Enfants Nature aussi, on travaille beaucoup avec ces petites tentes-là. Qui sont facilement pliables dans la cour, ça devient intéressant. Donc, on a encore accès à un espace polyvalent. Que ce soit des petits abris que je vous ai parlé tout à l'heure ou des petites tentes. On peut aussi avoir accès à des petits matelas de sol avec coupe-froid. Ça crée un coupe-froid, mais aussi un certain confort.
On parle aussi de sacs de couchage par temps froid. On peut aussi parler de couverture là, par temps chaud. Assurez-vous que les enfants sont toujours au sec, avec des matériaux qui respirent. Puis avec les sacs de couchage aussi là, qui respirent, là, ceux en duvet respirent vraiment bien, sont légers aussi. Ça devient intéressant. Je ne sais pas même si tu voulais ajouter quelque chose là-dessus, Clara. Clara qui fait partie là, des personnes qui se joignent au webinaire, mais en discutant avec elle, ben, elle fait partie aussi de l'armée, puis elle fait ça, en fait, des séjours en plein air avec avec les adolescents. Puis elle a aussi une formation aussi là-dessus. Fait que je sais pas si tu voulais ajouter quelque chose là-dessus, Clara. Ben non, pas vraiment. En fait, c'est juste l'important, ça a été dit, c'est juste d'assurer que l'enfant reste au sec. Enfant ou adolescent, là, c'est important que la personne reste au sec parce que dès que tes extrémités sont mouillées, ben là, le reste de ton corps va se refermer sur lui-même là, pour essayer de fournir de la chaleur. Fait que, tu sais, tuque ou chapeau, les filles, attachez-vous les cheveux parce qu'expérience personnelle, les cheveux vont mêler sinon. Euh, Mitaines ou petits gants, des bons bas. Assurez-vous de changer vos bas aussi là, entre-temps. Ouais. Ben, excellent. Je te remercie, Clara. Puis même, on va revenir aussi sur le système, je crois que c'est le prochain, mais c'est les vêtements d'extérieur appropriés. On va pouvoir en parler aussi, là, des meilleurs vêtements. Euh, donc, pour ce qui est des siestes, idéalement, c'est de faire, on l'a tous déjà un peu expérimenté si on est en camping, mettre la tente au soleil, on se réveille dès que la tente est chaude. Imaginez-vous que la température monte extrêmement vite dans une tente, surtout au soleil. Donc, l'été, placez la tente à l'ombre, puis vous pouvez la placer au soleil au printemps, à l'automne, à l'hiver, simplement là, pour ça les réchauffe davantage. Donc, on travaille avec finalement l'ombrage ou l'ensoleillement. Parlons des vêtements d'extérieur appropriés. Pour en avoir déjà conceptualisé plusieurs des vêtements pour enfants, euh, puis avoir vu les enfants les utiliser, idéalement, puis même on peut aller plus loin, là, on a fait un webinaire complet là-dessus là, euh, sur les vêtements d'extérieur appropriés. Idéalement, ce que vous devez savoir, c'est que quand les vêtements, vous les utilisez à l'extérieur, on parle de vêtements. Je vais faire juste une petite parenthèse ici parce que avoir les vêtements appropriés, c'est excessivement bénéfique pour le développement du jeu chez l'enfant. Ce qui veut dire qu'il y a des études qui ont permis de prouver que plus les vêtements, en fait, quand les vêtements sont appropriés, plus les enfants sont disposés à jouer à l'extérieur, sont disposés mais à s'adonner à du jeu libre davantage. Donc, avoir les vêtements appropriés, ça donne extrêmement bien avec passer du temps à l'extérieur. Puis c'est du temps de qualité, surtout parce que les enfants sont pas à avoir les mains mouillées, ils n'ont pas envie de rentrer pour être au chaud parce qu'ils sont déjà au chaud. Les vêtements sont appropriés. Donc, c'est pourquoi, en fait, on retrouve ça ici, là, dans la présentation. Donc, on parle des les grandeurs de vêtements, fait qu'on peut parler d'une taille au-dessus, tout simplement parce que si on froid, on va pouvoir ajouter une couche à l'intérieur par le système de multicouches, soit un manteau, soit un vêtement polar, éviter tout ce qui est coton, mais si vous allez voir l'autre webinaire, vous allez voir directement ce que je veux dire. Ensuite de ça, vous allez avoir aussi, est-ce que vous pouvez y aller avec un habit one piece qu'on appelle, fait une pièce comme sur la photo ici, ou on peut aussi aller avec une salopette en fonction du budget que vous avez, parce que la salopette peut être aussi 4 saisons, tout comme l'habit peut être 4 saisons. Priorisez les tissus qui respirent, qui sont imperméables et pas les tissus qui sont, voyons, j'ai le mot sur le bout de la langue. Les tissus qui sont dits, bon, j'ai perdu, mais il y a deux types de tissus. Les tissus imperméables ou les autres qui font juste dire, j'ai perdu le mot. Je ne sais pas si tu peux m'aider, Clara. Perméable? Il y a imperméable qui coupe tout à fait l'eau, mais résistant à l'eau. Voilà. Résistant, OK. Il y a une distinction à faire entre les deux. Résistant à l'eau, ça veut dire que même s'il mouille, vous serez pas mouillé tout de suite, mais vous allez être mouillé beaucoup plus rapidement qu'avec un tissu imperméable. Donc, faut choisir, faut prioriser les meilleurs tissus. Un des tissus qui est dit imperméable, c'est Gore-Tex. Euh, Celui-là, il est imperméable.
Mais tandis que les tissus on pourrait dire entre autres que le coton, c'est résistant à l'eau. Parce qu'il va résister à l'eau, mais il va finir par absorber. Fait que c'est un peu ça l'idée. Fait que prioriser les tissus qui sont imperméables. Le système de multicouches pour la gestion de la chaleur, ça aussi, quand on est à l'extérieur, les enfants vont bouger beaucoup. Fait que plus ils vont avoir chaud, plus ils vont pouvoir retirer des couches. Donc, s'il y a un système multicouche qui respire bien, par exemple, une doudoune en duvet, puis en dessous un coton euh, un polar, puis par-dessous tout ça, ils ont la bonne grandeur d'habit, ben, ils vont pouvoir bouger facilement, puis ils seront pas pris comme des petits bonhommes. Fait que faciliter la mobilité aussi, là, puis faciliter aussi la gestion de la chaleur par un bon système multicouche. On peut parler aussi des bottes imperméables. Là, la jeune fille, voyez-vous, elle en a des bottes imperméables, combinées avec une bonne chaussette en laine. La bonne chaussette en laine, la laine, ça respire très bien, fait que ça aussi, c'est une belle opportunité. Si on va vers un système encore en coton, des bottes coton, là aussi, ça garde l'humidité, les pieds viennent froids, puis on en a glissé un mot. Si les extrémités sont froides, après ça, ben, ça se transfère au reste du corps, puis on est gelé jusqu'aux os souvent, là. Fait que c'est ce qui arrive, c'est ce qu'on ne veut pas. Donc, des bottes imperméables, chaussettes en laine. On peut aussi parler de mitaines imperméables. Mitaines imperméables parce que les enfants vont jouer beaucoup dans la neige et on sait beaucoup que les enfants aiment ça jouer dans la neige ou bien des fois avec les feuilles. Puis on veut qu'ils restent longtemps à l'extérieur. Donc, on leur met à la disposition les meilleures matières de ce qu'on est capable de leur mettre à la disposition. Ensuite de ça, les cache-cou aussi, c'est recommandé pour garder la chaleur à l'intérieur, simplement. Donc, c'est pour ce qui est des vêtements, ça ressemble à ça. Si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à regarder le webinaire qui porte juste sur les vêtements d'extérieur. Une autre commodité, c'est d'offrir que les éducatrices disaient, ben, est-ce qu'ils peuvent avoir accès à des pièces puis matériaux libres? Pièces matériaux libres, pourquoi j'explique ça? C'est parce que quand on leur met à la disposition des jouets qui ont souvent une valeur ou deux valeurs éducatives, tandis que celles-ci, les pièces matérielles libres, ont beaucoup plus de valeurs éducatives. Ils permettent beaucoup de créer. Il y a moins d'ennuis. S'il y a moins d'ennuis, il y a moins de conflits, puis il y a moins de on veut rentrer. Fait que c'est un peu ça l'idée. Puis je parle des pièces matériaux libres parce que euh, en fait, plus vous allez en avoir dans la cour, plus vous allez aussi avoir de différents objets dans la cour, plus ils vont permettre à l'enfant de créer, d'inventer et de découvrir. Fait que c'est vraiment ce que la phrase ici dit. Plus vous allez leur mettre à la disposition d'objets, de variables, plus ils vont pouvoir créer. Puis je vous fais un exemple ici. Si vous mettez juste, par exemple, des planches de bois, si vous mettez 5 planches de bois, ça se peut que les enfants n'aient pas le même genre d'histoire que si vous leur mettez à la disposition des caisses de lait, des cocottes, de l'eau, des bâches, des pneus, par exemple, des tuyaux en PVC. Plus il y a de variables, plus il y en a en quantité, avec la bonne quantité, bien sûr, plus ils vont pouvoir créer des histoires. Puis sachant qu'une histoire d'un enfant dure 45 minutes environ, ben là, vous allez pouvoir venir bonifier l'histoire aussi en tant qu'éducatrice, venir en tant qu'observatrice active. S'il y a quelque chose aussi qui s'essouffle, ben vous allez venir soit ajouter un autre jouet, venir poser un autre jouet, je veux dire, une autre pièce matérielle libre, ou même venir bonifier l'histoire de l'enfant, venir comme co-joueur, venir mettre en scène, mais tout ça, faut être observatrice, puis ça vient bonifier aussi là, l'utilisation des pièces matériaux libres en tant qu'éducatrice. Puis il y a une chose aussi que je voulais ajouter. C'est une phrase de Deborah McNamara qui est vraiment une top dans le jeu d'enfant. Puis elle disait souvent, plus un jouet permet à l'enfant de créer, plus il est efficace. Donc, plus il est efficace en termes de résultats créatifs. Faut toujours se poser la question, puis je dis souvent ça dans les formations, c'est est-ce que c'est l'enfant qui stimule le jouet ou c'est le jouet qui stimule l'enfant? Puis dans la mesure où est-ce que c'est le jouet qui stimule l'enfant, ben il y a moins de possibilités créatives. Tout, dans la mesure où est-ce que c'est l'enfant qui stimule le jouet, ben l'enfant peut vraiment bénéficier de ce temps-là pour créer, construire, puis créer des schémas narratifs qui sont propres à ses histoires, créer des liens sociaux avec les autres qui l'entourent. Fait que ça, c'est pour vraiment bonifier le temps à l'extérieur, ça donne des possibilités supplémentaires. Fait que si tu conclus là, au niveau des commodités, ce qui m'amène à vous parler de l'environnement.
Puis l'environnement a un impact sur, je vais mettre ça ici, mais l'environnement a un impact sur les intensités de jeu, sur les types de jeux. Donc, il faut bien le réfléchir, puis c'est ce que je fais en fait moi quotidiennement, c'est bien réfléchir les espaces de jeu pour m'assurer que les enfants ont accès à des zones d'apprentissage pour chaque intensité. Et autant que ça revient dans ça, c'est le regroupement des CPE de la Montérégie qui ont rédigé ça, les points ici. Mais autant qu'eux autres ont sorti ça, autant que les éducatrices dans tous les questionnaires, c'est au-dessus de 5, je pense que c'est au-dessus de 75 éducatrices qui ont répondu à mes questionnaires. Puis dans l'ensemble, c'est des choses qui revenaient. Est-ce qu'ils peuvent avoir des zones où aller? Donc, c'est pas juste dans les études, c'est aussi dans ce qu'ils ont réellement besoin sur le terrain. Puis je trouve ça le fun d'avoir le comparatif qui se joignent ensemble. Euh, donc, tout d'abord, est-ce qu'ils ont accès à des zones de transition intérieure-extérieure? Mais aussi, est-ce qu'ils ont accès à des zones pour le jeu calme, pour discuter, se rencontrer? Fait que ça, c'est des zones plus légères, fait que d'intensité plus légère. Fait que, est-ce qu'ils ont accès à des zones de sable et eau, ça pour la manipulation, le jeu symbolique, que tout ça va créer? Fait que c'est plus une zone légère aussi. C'est rare que les enfants dans cette zone-là vont courir, ils sont plus dans leur schéma narratif, se créent des histoires. Ils combinent des fois les histoires, ben pas ils combinent, mais ils jouent avec d'autres enfants aussi. Euh, des zones de création, fait que les zones de création, c'est assez large, mais c'est vraiment plus à la manipulation, créer, construire, manipuler. Fait que c'est des zones plus légères. On peut parler aussi des coins art, des légers, modérés. On parle aussi de la zone jardin, des milieux naturels. Puis dépendant de comment qu'on décide de l'aménager, ça peut devenir une zone un petit peu plus modérée où est-ce que les enfants s'engagent dans le jeu de manière importante. Euh, Ça peut être des sentiers dans la cour, ça peut être des endroits où on peut observer la nature, la manipuler, la sentir, la goûter. Fait que c'est vraiment dans cette zone-là. On le voit pas là, sur le plan ici, mais on a un jardin. Puis à l'intérieur du jardin, on a créé un sentier. Fait que dans le sentier, où est-ce que les enfants peuvent aller voir, sentir, goûter, mais aussi peuvent marcher à travers le sentier. Ensuite, ben, les zones de jeu plus symboliques, plus dramatiques. Fait que là, j'ai écrit modéré, mais ça reste aussi, je dirais, légère et modéré. Euh, Souvent, là, la zone de jeu symbolique, c'est parce que les enfants vont faire plus des histoires, vont s'impliquer activement dans l'histoire. Fait que c'est très large, mais cette zone-là, c'est souvent dans les cours plus dits traditionnels, on retrouve souvent la maisonnette. Fait que ça, c'est plus le côté plus symbolique, dramatique avec les autres enfants. Puis pour terminer, ben, il y a la zone de jeu physique, où est-ce que c'est plus d'intensité. Dans cette course-ci, par exemple, on a designé une butte avec une zone de grimpe. Fait que ça devient intéressant pour les jeux plus physiques, parce que les jeux de ballon, ça peut être une belle opportunité. Euh, Dans une cour naturalisée, on ajoute aussi les zones de construction pour les zones de matériaux libres. On parlait des matériaux libres. Les matériaux libres se retrouvent dans toutes les zones de la cour, mais ça devient intéressant d'avoir du plus gros matériel pour s'engager dans un jeu plus... euh, Par exemple, il y a des enfants qui vont vouloir transporter peut-être des charges plus lourdes. Ben, le plus gros matériel pourrait être situé dans cette zone-là. Nous, on décide de le mettre, par exemple, en copeaux. Euh, Tout simplement parce que ça fait une différente texture, mais ça pourrait carrément être sur le gazon. C'est correct aussi. Et ça délimiterait, par exemple, vous pouvez bien aussi le délimiter au besoin. Pour terminer, ben, on parle, les éducatrices me disaient souvent, est-ce qu'on peut avoir accès à des éléments de la nature? Euh, Tout ça pour l'éveil, entre autres, de la conscience socio-écologique. On en parle beaucoup là, ces temps-ci. Comment est-ce que euh, on peut diminuer les îlots de chaleur? Ben, ça, c'est une possibilité en aménagement. On on s'axe d'abord et avant tout sur des éléments de la nature, entre autres pour l'éveil de la conscience socio-écologique, mais aussi autant au niveau global, au développement global des enfants. Ce qui est le fun, c'est que plus les enfants vont être en contact avec la nature, ça a été prouvé. Plus les enfants sont en contact avec la nature, plus ils vont avoir envie de la protéger. Donc, il faut que les enfants puissent se conscientiser sur les d'à quel point la nature elle est essentielle à notre vie. Donc, en l'intégrant dans la cour, on a cet aspect-là qui vient contribuer au développement de l'enfant, au niveau plus cognitif, entre autres, au niveau social aussi éventuellement.
Donc, une des choses qu'on peut faire, c'est apprécier les changements des saisons. Fait qu'est-ce que notre cours nous permet, entre autres, de voir les feuilles tomber, de voir le gazon pousser, de voir les fleurs pousser, de voir la neige arriver, de voir les oiseaux quitter, mais de les voir revenir. Est-ce qu'on peut voir aussi euh, les différents, là, j'ai mis un hôtel à insectes, mais est-ce qu'on peut voir les différents animaux puis les insectes qu'on a autour de nous? Comment est-ce qu'ils interagissent dans leur environnement, mais comment aussi nous, on interagit par rapport à eux. Fait que ça aussi, c'est des belles opportunités qui m'amènent à vous parler aussi de stimuler les cinq sens. Surtout en bas âge, c'est important de les stimuler. Les cinq sens sont très tactiles, sont très sensoriels. Donc, est-ce que les enfants peuvent, entre autres, manipuler les feuilles mortes? Là, j'ai mis des exemples, mais c'est vraiment les cinq sens. Sentir les fleurs l'été, goûter les fruits. Est-ce qu'on a des arbres fruitiers qu'on peut mettre dans la cour, bien sûr? Des arbres ou des petits arbustes fruitiers? Est-ce qu'on peut écouter le chant des oiseaux qui reviennent ou qui partent? Est-ce qu'on peut regarder aussi la vie des insectes? Avoir accès à des éléments de la nature, c'est aussi, est-ce que je peux grimper sur des éléments de la nature? Est-ce que dans la cour, euh, une des possibilités de jeu, par exemple, c'est grimper dans les arbres. Est-ce que j'ai la possibilité, j'ai un arbre mature dans ma cour, il est sécuritaire, je peux grimper dedans. Moi, je connais des garderies qui ont des arbres matures dans leur cour et ils laissent les enfants grimper dedans, qui ont fait en sorte que l'environnement, entre autres, est sécuritaire, puis ils laissent les enfants grimper jusqu'à une certaine hauteur. Donc ça, c'est leur règle à eux. Si aussi j'ai des roches, si vous décidez de faire venir des roches aussi, si on peut en parler, mais est-ce que la roche est conforme aussi si vous la faites venir? Si elle est déjà présente, est-ce qu'elle est sécuritaire? C'est juste ça qu'il faut se poser comme question. Ben, pas juste ça, là, mais c'est entre autres une des questions sur lesquelles il faut enquêter. Mais est-ce que je peux, entre autres, avoir accès à cette roche-là? Est-ce que les enfants peuvent l'utiliser pour grimper? Se déplacer sur les différentes surfaces naturelles. Se déplacer sur les surfaces naturelles, qu'est-ce que ça veut dire, entre autres? C'est si, par exemple, ma cour, c'est carrément juste du synthétique. Je suis limitée en type de surface. Les enfants sont à l'acquisition de la marche. Donc, c'est équilibre, coordination et locomotion. Locomotion, c'est la marche, c'est aussi le corps dans l'espace. Donc, il faut différents types de surface. Si on est juste à une surface, puis une topographie, donc une butte, on n'est pas en présence de défis pour le besoin de l'enfant. Souvent, ça crée un désintérêt de l'enfant, puis là, ben, commence à créer des conflits. Et qu'est-ce qu'on fait? Ben, on rentre, parce que là, il y a trop de conflits à l'extérieur. Donc, l'idée, c'est vraiment de créer différents types de surfaces pour les amener à se déplacer et de créer du défi. Par exemple, les copeaux, le gazon, la roche. On peut aussi retrouver différentes hauteurs de gazon. Ça aussi, c'est intéressant. On peut aussi retrouver différentes topographies. Ça, je vous en ai parlé. Mais ça peut être différents types de matériaux. Est-ce que ça peut être des bûches? Est-ce que ça peut être... On parle de différentes surfaces. Comme si on recréait la nature, mais à l'intérieur de la puis un autre des éléments aussi d'accès à la nature, ben, c'est les matériaux du libre polyvalents, mais naturels, là. Je vous en ai parlé en fait dans la page, je vous parlais des commodités des pièces matériaux libres, ben ça en est. Fait que d'avoir accès, par exemple, aux branches, est-ce qu'on peut utiliser les feuilles? Est-ce que les enfants peuvent jouer dans les feuilles, les lancer, grimper dans la butte de feuilles s'il faut? Fait que ça, c'est des belles opportunités pour eux d'avoir accès à la nature dans la cour. Fait que ça ressemble à ça. Est-ce qu'on aurait des questions? Non? Pas de questions? Non, je pense que tout était très bien expliqué. Bon, ben excellent. Je suis vraiment contente. Puis ça, vraiment, l'idée, en fait, c'est vraiment d'aller vers une cour dite plus naturalisée, puis d'être en mesure de passer plus de temps à l'extérieur, que les enfants apprivoisent davantage leur cours, mais qu'ils soient confortables aussi dans la cour. Fait que c'est vraiment là-dedans que ça se situe. Pour le prochain webinaire, en fait, là, je vais mettre les sujets le 1er novembre sur Facebook. Fait que si vous voulez aller voter, je trouve ça toujours le fun de vous entendre. Puis les sujets sont davantage intéressants quand c'est vous qui les choisissez, parce que ça répond vraiment à votre réalité. Puis c'est mon objectif, c'est vraiment d'aller chercher vos
points à vous pour qu'on puisse réellement y répondre. Puis moi, ça me fait plaisir d'aller d'aller enquêter là-dessus. Puis même de vous rapporter ce que les autres disent parfois. Ça aussi, ça devient très intéressant. Le prochain webinaire, c'est le 29 novembre. Celui-là, il va être vraiment à 14 heures, de 14 heures à 14h30. Vous pouvez vous inscrire avec le scan si vous voulez. Puis si jamais vous avez des questions sur le webinaire, n'hésitez pas à les écrire en commentaire de la vidéo. Sinon, tout simplement de me contacter là, par l'adresse courriel mentionnée juste ici. Et merci beaucoup. Merci à toi. Passez une belle fin de journée. Et merci toi aussi. À la prochaine. Bye.